bienvenue dans le mini-mag de la lettre de l'acheteur. On vous parle de matières premières. Dans cette émission, on regardera d'abord les actualités du secteur des matières premières agricoles. On fera ensuite un point commodité avec Mathieu Driol qui nous prendra deux valeurs et nous les commentera. Et puis ensuite, en fin d'émission, une interview avec un agroéconomiste, conférencier, Christophe Dequitte. Et tout de suite, donc, les actualités du secteur. Alors que la Banque d'Angleterre montait pour la 12e fois consécutive ses taux hier, la devise britannique est-elle montée jusqu'à 1,2669 $ pour une livre avant de se replier. Puis en fin de journée, elle s'est fritée d'ailleurs un petit peu face au billet vert à 1,2617, mais un plus haut quand même de un an face au dollar. Les opérateurs qui de toute façon attendaient cette nouvelle hausse d'un quart de point de taux directeur de la Banque d'Angleterre, un taux qui est porté à 4,5%, une première depuis 2008, et le comité de politique monétaire n'a pas fermé la porte à d'autres relèvements, ce qui positionne encore la Banque d'Angleterre parmi les banques centrales la plus offensive, et ça positionne la livre de manière haussière. Les économistes de Goldman Sachs s'attendent d'ailleurs à ce que la Banque d'Angleterre révise à la hausse ses prévisions économiques. Et en plus du problème de la dette, les agriculteurs américains se préparent une récolte médiocre. Les perspectives de production de blé d'hiver américain sont les pires de mémoire récente dans les régions centrales des Grandes Plaines, suite à une sécheresse de 3 ans, selon les agriculteurs et les experts en culture. Je ne sais pas comment expliquer la gravité de la situation, s'est exprimé Gary Milashawski, un agriculteur du sud-ouest du Kansas, qui est une région particulièrement touchée par la sécheresse, et il s'entend notamment abandonner 85% de ses surfaces de blé. La récolte de cette année sera donc la plus petite jamais réalisée dans cette exploitation, et certaines semences qui ont été plantées à l'automne dernier ont à peine émergé de sols desséchés et complètement craquelés. Et en France, les grenades, c'est un marché de niche qui se développe à l'occasion d'ailleurs du Medfel 2023. C'est la fédération des producteurs de grenades du Sud Occitanie qui est venue représenter le fruit rouge. Notre fédération a vu le jour en 2014 et compte aujourd'hui une 60aine de producteurs. Les 3/4 de la production de grenades aujourd'hui sont bio, puisqu'il s'agit d'une plante qui ne nécessite, pour ainsi dire, pas de traitement chimique, et depuis peu, une marque collective Grenade Occitanie a été déposée par la fédération pour garantir une appellation d'origine contrôlée et un savoir-faire aux consommateurs, rapporte Jacqueline Reg, la vice-présidente de la fédération. Et on passe tout de suite aux commodités de la semaine. Et les commodités du jour dans le mini-mag de la lettre de l'acheteur. Nous sommes en ligne avec Mathieu Driol, senior analyste chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Et on commence avec vous sur le sucre aujourd'hui. Oui. Bonjour Aude, oui, le sucre 11 côté à New York est effectivement en très très belle forme. Bon, depuis des semaines, on en parle, les cours étant sortis par le haut d'un canal descendant de consolidation qui a duré plus d'un an entre le support majeur à 17,60 et une zone de résistance aux alentours des 20. Les cours en sont sortis par le haut et enchaînent les creux et les sommets ascendants. Et dernièrement, ils ont tout simplement explosé, passant de 20 à l'espace de quasiment 28 en l'espace de quelques semaines. Ce mouvement est maintenant au contact d'une première résistance notable à 26-28. Alors ces niveaux de résistance sont assez éloignés dans le temps. Ils remontent à 2011-2012. Donc leur pertinence à 10 ans, effectivement, peut être mise en question. Mais comme par hasard, on se rend compte que 26-28, cette première résistance provoque, alors certes n'est pas très précise, mais provoque en tout cas une petite pause, ce qu'on n'avait pas vu depuis quelques semaines. Alors le futur, on n'a pas, certes on a un mouvement tendu, mais on n'a pas réellement de signe de retournement.
il est toujours possible de poursuivre cette phase d'accélération haussière assez nette vers les résistances suivantes, c'est 28,35 voire 31,85. La problématique de ce type de configuration, c'est l'éloignement du tout premier support. Il se situe pour l'instant à 21,90 pour des cours qui cotent quasiment 26. Et on passe au colza maintenant. Oui, alors le colza, il est sur un niveau clé à moyen terme à proximité du support à 420. C'était un sommet notable en cours de l'année 2020 qui est devenu support en janvier 21 et on revient chercher ce niveau. Pour l'instant, on l'avait déjà testé il y a quelques semaines de cela en mèche, on revient dessus. Il est censé pour l'instant contenir la phase de correction avant de retrouver une lecture haussière un peu plus puissante sur cet horizon de temps moyen terme. Il faudra franchir la résistance à 494,50, le haut de la consolidation actuelle. Alors ça n'est pas encore le cas, il y a encore du chemin, mais pour l'instant on assiste à une stabilisation des cours du colza. Bien, merci beaucoup Mathieu Drieul pour ces deux market movers des matières premières. On passe tout de suite à l'interview du Minimag de la lettre de l'acheteur. Un petit peu plus tôt, Louis-Antoine Michelet recevait Christophe Dequitte qui est agroéconomiste, conférencier et professeur à l'Institut supérieur d'agriculture de Lille. Regardez. Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette nouvelle édition du Minimag de la lettre de l'acheteur, le magazine dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Et pour l'heure, il est désormais temps de recevoir sur le plateau de TV Finance le globe-trotter de l'agriculture. Je pense à Christophe Dequitte. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup Christophe d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes diplômé de l'Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole. Vous avez été journaliste, directeur de la communication de grands groupes agricoles et agroalimentaires. Vous avez été créateur du campus Triangle, qui est un institut de formation pour jeunes agriculteurs. Et aujourd'hui, vous êtes président de Christophe Dequitte Communication, une entreprise chargée de mettre en place des conférences, de réfléchir à des cours et en gros au partage du savoir-être et du savoir-faire en ce qui concerne le monde agricole. Bravo, monsieur, pour tout ça. Merci. Simplement, quand on a les cheveux blancs comme moi, on a envie de partager un savoir-faire, un savoir-être, voir quelques expériences et c'est plutôt sympa. Eh bien, écoutez, merci en tout cas, Christophe, d'avoir accepté notre invitation. On parle de sécurité alimentaire mondiale. Il y a un autre acteur dont on parle peu quand il s'agit des marchés agricoles. C'est un acteur qui représente 18% de la population mondiale pour seulement 8,6% des terres arables en 2020. C'est la Chine. La Chine, il faut craindre la Chine. Alors, la Chine... La Chine, c'est notre pire ennemi. On parle de la Russie, excusez-moi du terme, mais la Chine fonctionne de façon extrêmement méthodique et, vous savez, on dit souvent, les Chinois disent, on donne à notre ennemi la corde pour se pendre. Bon, donc imaginez que dans les politiques, toutes les politiques qu'on peut entendre à droite à gauche sur la réduction de production, les Chinois sont absolument ravis. Et donc la Chine, effectivement, elle choisit ses productions. Elle était il y a 30 ans, elle était l'un des principaux producteurs mondiaux de soja. Excusez-moi. Aujourd'hui, elle a abandonné le soja sur les 20 dernières années, simplement parce qu'elle a trouvé que le soja était moins cher sur le marché mondial. Donc toutes les surfaces de soja ont été abandonnées pour la surface de blé. Elle a fait la même chose sur le maïs. Aujourd'hui, les 2/3 du marché du soja est fait par les Chinois. Ils n'ont aucune fidélité. Ils ne viennent jamais dans les mêmes opérations. Donc ils nous font danser à la corde. Et puis ils se sont trouvés un excellent allié dans leur petit voisin là, qui s'appelle les Russes. Un grand voisin. Un grand, c'est le plus grand pays du monde, excusez-moi. Mais c'est pas le plus riche, mais c'est le plus grand. Et c'est pas le plus peuplé non plus. Simplement, ils ont trouvé que l'augmentation de production à peu près en tout des Russes était très intéressante pour eux. Et donc, en gros, Vladimir Poutine dit à Xi Jinping, bon, tu me fous la peau à l'ONU, au Conseil de sécurité, et moi je te fournis à pas cher. C'est ce qu'on voit d'ailleurs. C'est ce qu'on voit. Donc, comme la Chine fonctionne toujours avec d'énormes stocks,
Ils constituent leur stock. Ils surstockent ou ils stockent Ils surstockent. Ils surstockent de façon éhontée d'ailleurs. Ils s'en foutent d'affamer le monde, mais ils surstockent. Et surtout, il y a un phénomène que tout le monde sait, c'est que la politique de l'enfant unique de Deng Xiaoping a entraîné effectivement un abaissement de la population. D'abord un vieillissement de la population. Et puis inévitablement un non-remplacement, du coup par la force des choses, ça l'agace. Et donc on ne sait absolument pas combien de Chinois sont sur Terre aujourd'hui. Par contre, on a des trends qui nous disent qu'à 2050, il pourrait être 750 millions, alors qu'on parle de 1,3 milliard il y a quelques années. Donc ça veut dire que les productions intérieures pourraient suffire, et surtout, tout leur stock va leur permettre effectivement de non seulement nourrir leur population, et pourquoi pas demain de devenir exportateurs. C'est un énorme danger. Et je vous rappelle que si vous êtes breton et que vous faites du porc, il y a un certain nombre de porcs, de vos porcs qui partent en Chine. Si vous êtes céréalier français, il y a pas mal de blé qui part en Chine, et c'est même devenu les principaux opérateurs à certains moments sur le marché, à la fois sur le marché des matières premières agricoles. Donc ça veut dire que demain, s'ils arrêtent tout ou qu'ils changent de fournisseur, on est plutôt mal en Europe. Est-ce qu'il y a un problème aussi avec les Chinois et les fertilisants ? Ou est-ce que c'est qu'on est que sur le grain, en gros, en quelque sorte ? Alors, il y a un gros problème de production en Chine. C'est-à-dire que la ferme chinoise, c'est 1 hectare sur à peu près 750 millions d'agriculteurs. 750 000. C'est 1 hectare, c'est rien. Ouais, 1 hectare, c'est rien. Donc mené de façon extrêmement intensive, avec autant de pesticides et d'engrais que vous pouvez. Et les Chinois ont réussi quelque chose d'extraordinaire. Il y a 30 ans, ils étaient à 1 tonne par hectare en termes de blé. Aujourd'hui, ils sont à 5 tonnes 5. C'est le deuxième produit. C'est gigantesque. Et donc, si vous dites qu'il ne faut pas manger, si a priori on veut lutter un peu contre la nourriture pleine de pesticides, mais ils n'exportent pas. Ils n'exportent pas, c'est que ils ne sont même pas autosuffisants. Ils sont autosuffisants en rien pour l'instant. Mais ce que je voulais simplement vous dire, c'est qu'il va se passer un phénomène certain, c'est que ces 5 tonnes 5 vont redevenir 4, 3, 2. C'est-à-dire que la chute de production sur les terres chinoises va s'intensifier. Mais je vous rappelle quand même que si 750 millions de Chinois sont agriculteurs, il y en a 10 millions qui ont des fermes gigantesques. Et notamment en hors-sol, etc. Et je vous rappelle les immeubles de cochons. Moi, j'ai visité une ferme effectivement incroyable où il y avait 200 000 têtes de bétail. On nous annonce une Silicon Valley du lait, pardon, et où il y aura plus d'1 million de têtes. Mais vous imaginez s'il y a le moindre problème d'épizootie ou de... Mais ça arrivera de toute façon. Ils essaient de maîtriser au mieux. Et puis de toute façon, vous ne le saurez pas. Le Covid, il vient d'où ? On sait pas. Moi, il vient comment ? Moi non plus. mais toujours est-il qu'on prend des risques considérables, mais ils ont bien compris qu'il fallait qu'ils soient le moins dépendants possible de l'extérieur, le plus acteur sur le marché pour les faire baisser et monter quand ils voulaient, et de s'allier avec des gens qui soient capables de leur vendre le moins possible, et surtout de pouvoir gérer la géopolitique mondiale par eux-mêmes. Alors, quand on est judéo-chrétien comme nous, français, on trouve ça profondément odieux. Quand vous êtes géopolitologue, ils le font à peu près tous, quoi. Enfin, j'allais dire, vous connaissez, il y a un petit pays très sympathique qui s'appelle la Turquie. Vous voulez que je vous parle de son président ? Bon, c'est pas la peine. Il y en a 4 dans le monde. Il y en avait 4 avec M. Trump qui effectivement avait des idées plutôt d'hégémonie qu'autre chose, quoi. C'est bien vrai, mais tout ça, alors malheureusement, ça n'a pas été qu'au XXe siècle, ça se poursuit au XXIe. L'agriculture, si on regarde un peu en arrière, le XXe siècle, c'est un peu l'âge d'or de l'agriculture d'une certaine manière. Ça a été totalement transformé. La mécanisation a permis d'augmenter les rendements, la financiarisation a permis de mettre la production sur les marchés financiers, et la mondialisation a permis à un agriculteur de Poitou-Charentes de vendre son agriculture, son produit au Pérou. Comme vous le disiez en introduction de cette interview, l'agriculture, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Elle est donc partie intégrante du problème du réchauffement climatique, l'agriculture. Pour autant, elle fait également totalement partie de la solution. Et pourtant, malgré tout, on a quand même l'impression que ça prend énormément de temps, cette transition agricole dont on parle depuis maintenant des années, d'autant plus que maintenant elle est freinée par ce conflit géopolitique. Pourquoi, selon vous, Christophe, ça prend autant de temps, cette transition agricole ? Je crois que vous êtes très jeune. Vous êtes un bébé, vous êtes un gamin. Je ne sais pas si vous avez encore vos grands-parents.
Malheureusement, non. Bon. Mais vous questionnerez 3 générations au-dessus et vous regarderez ce qui s'est passé à la fin de la guerre, quoi. Les tickets de rationnement, on en a eu jusqu'en 1960 en France. C'est pas il y a 2 siècles. Hein. On ne parle pas de Jésus-Christ. Hein. On parle effectivement des tickets de rationnement. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on avait détruit, comme on détruit en Ukraine aujourd'hui, l'agriculture française. On a demandé un défi colossal aux agriculteurs, c'est de nourrir leur population. Ils ont réussi à le faire en 20 ans. Et pour y arriver, on leur a donné 3 choses, du financement, vous l'avez dit, et on leur a donné du financement à la fois pour leurs terres, mais on leur a donné aussi du financement sur leurs produits. C'est-à-dire qu'on leur a subventionné les produits. Et on leur a donné les moyens de produire, c'est-à-dire on leur a permis, grâce à du financement, de mécaniser leur agriculture, et on leur a donné une 3e chose, ce qu'on appelle les intrants agricoles. Ça a commencé par les engrais, et les engrais chimiques, et après on a ramené ce qu'on appelle aujourd'hui les pesticides, que je préfère nommer les produits de protection des cultures. Vous savez, c'est comme un médicament. Je me souviens d'un député européen que j'avais rencontré, écologiste, donc du Parti Vert, et je lui ai dit, mais quand vous avez des enfants, oui, j'ai 2 enfants, dont 2 filles, je lui ai dit, mais quand l'une de vos filles est malade, est-ce que vous vous empêchez de lui donner des médicaments, et notamment des médicaments parfois qui sont un petit peu forts, et elle m'a dit, mais vous êtes fou, quoi. Et ben, c'est un peu pareil avec l'agriculture. Alors, l'erreur qu'a fait l'agriculture, il faut le reconnaître, c'est d'en utiliser peut-être un peu plus qu'il n'en fallait, et notamment d'aller à cette course en rendement, puisqu'on lui donnait le moyen de le faire, et surtout on lui donnait la rémunération pour, puisqu'elle a été subventionnée pendant très très longtemps. L'Europe, et je vous rappelle que le budget européen était, le budget de l'agriculture européenne, au début de l'Europe, c'était 70% du budget. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la PAC, à 70%, était destinée au soutien du marché, au développement de l'agriculture. Non, globalement, au niveau. Okay. Donc on a vu des pays extraordinaires, on a vu des réussites exceptionnelles en agriculture. Il y a eu la France, mais regardez l'Espagne, regardez l'Italie, les Pays-Bas. Ce petit pays de 0,003% de la population est devenu, on va dire 50 ans, le 2e exportateur mondial d'agriculture et d'agroalimentaire. C'est une très belle performance. Alors, c'est une super performance. Alors, est-ce qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire de l'Europe le premier producteur mondial en agriculture? Est-ce qu'on dit tout ça n'a pas de valeur parce qu'il y a des gens parce qu'il y a un réchauffement climatique? Et Dieu sait si nous, Européens, on est moins touchés que les autres. La France, je peux vous dire, elle est quand même moins touchée que des pays comme le Maroc, etc. etc. Donc, est-ce qu'on se dit tout ça n'a pas de valeur? C'est plutôt ce qu'on entend. Et on se dit, on prend le risque demain d'avoir d'abord une inflation sur les prix agricoles considérable, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec ce qu'on a. Demain, est-ce qu'on aura toujours du blé ou de la viande pour nourrir les Français? C'est aussi un pari auquel les gens de la rue ici n'ont aucune formation pour ça et ne s'aperçoivent pas. Quand je vous reparle des 1 milliard d'individus, il n'y en a pas. J'ai fait le tour d'Europe, j'ai fait le tour du monde des agricultures et je me suis amusé à faire les 27 pays européens. Bulgarie, ça vous parle? À la frontière bulgare, il y a des gens qui meurent de faim. C'est à côté en plus. Ok. Vous allez alors au Maroc, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a la solidarité familiale, où il n'y en a pas. Et dans les pays du Maghreb, moins, mais quand vous vous éloignez, vous en aurez. Notre grande crainte qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, avec ce réchauffement climatique, vous ayez de plus en plus de déracinés parce qu'ils ne peuvent pas manger chez eux. Et que le jour où on pourra plus produire dans un certain nombre d'endroits du globe, les gens vont venir chez nous, puisqu'on peut produire chez nous, et que nous sommes dégorés, puisqu'on a de tout. Mais on sera peut-être plus dégorés longtemps, si effectivement on baisse de 15 à 20% de notre production. Alors j'entends déjà les écologistes dire, oui, mais il y a effectivement un sujet, c'est le réchauffement climatique, il n'y a pas un sujet. Quand on parle de développement durable, il y a aussi le sujet économique, il y a le sujet environnemental et il y a le sujet social. Donc, qui mesure bien l'effet sur les trois, quoi. Et vous qui donnez notamment des cours via votre entreprise de kit communication, vous avez accès aux jeunes agriculteurs. Est-ce qu'ils ont actuellement dans leur schéma de compréhension, dans leur schéma cette notion environnementale? Est-ce qu'ils arrivent justement, ce que vous nous dites, ils l'ont compris, ils vont travailler avec? Alors,
il y a deux cibles dont je voudrais parler, c'est pas deux cibles, mais deux publics dont je voudrais parler. Le premier, c'est le public des étudiants, puisque je donne des cours depuis 39 ans maintenant à l'Institut supérieur d'agriculture de Lille et à un certain nombre d'écoles dans l'enseignement supérieur. Je suis sidéré par deux choses. La première chose, de la prise en compte de l'écologie dans les raisonnements. Ouais. C'est incroyable, ils ont parfaitement. Et vous avez, toutes les écoles d'ingénieurs ont ouvert des branches sur l'écologie, sur l'agro-environnement, et donc on a vraiment une génération qui l'a parfaitement compris. Et puis c'est la part de filles, quoi, donc, qui sont encore plus sensibles à ce genre de choses. Alors est-ce que c'est parce qu'elles ont des liens maternels, etc. J'en sais rien, mais toujours est-il qu'à l'ISA, et aujourd'hui en dernière année de l'ISA, vous avez plus de 60% de filles, alors qu'à l'époque où j'ai commencé, il y en avait 2, quoi. Donc on a ça. Le deuxième, vous m'avez parlé du public jeune agriculteur, il en est parfaitement conscient. Ils ont tous les jours conscience de ce qu'ils font. Comme je vous ai dit, ils n'ont pas des méga fermes. Ils ont une autre conscience, c'est de gagner leur vie, quoi. Vous savez, ce monde agricole a beaucoup évolué dans ses techniques, dans ses productions, mais il a aussi évolué socialement. C'est-à-dire que vous avez de moins en moins d'agriculteurs qui sont totalement isolés. Contrairement à ce qu'on avait avant, il y avait vraiment la France profonde. Vous avez l'agriculteur, il avait 10 hectares, et le fils de l'agriculteur, il ne se posait pas beaucoup de questions, il n'allait pas à l'école, etc. Donc aujourd'hui, on a une population de chefs d'entreprise. Okay, d'accord. Il faut une vocation. Ouais. Et elle l'est de plus en plus, justement. Aujourd'hui, vu ce qu'on fait, d'abord, les chefs d'exploitation agricole sont comme les chefs d'exploitation, et là, quand je vous dis qu'il n'y aura peut-être plus de secteur primaire, parce qu'ils gèrent ça comme une industrie, comme une entreprise. La deuxième chose, c'est qu'ils s'installent beaucoup plus tard. Et ils ont pour la plupart une expérience dans le monde d'entreprise. Et donc, ils ont déjà été formatés par les RSE, etc. Les RSE, la comptabilité, etc. Okay. Et la troisième chose, c'est qu'ils ont un souci économique important, mais aussi social, puisqu'ils se marient non plus entre eux comme ça se passait avant. Vous étiez femme d'agriculteur parce que vous étiez fille d'agriculteur. Aujourd'hui, bon nombre d'entre eux sont effectivement mariés à des gens qui ne travaillent pas dans l'agriculture. Et puis, ça va peut-être vous étonner, alors je vais vous taquiner, mais à votre avis, les gens qui travaillent à mi-temps en agriculture en Europe, ça représente combien de personnes? C'est-à-dire combien de pourcents d'agriculteurs ne sont pas agriculteurs à temps plein? 50%. 70%. La France est le dernier des pays, parce qu'en France, on a toujours cette notion que si vous êtes agriculteur et que vous avez besoin d'un autre métier, c'est que effectivement vous n'avez pas la capacité à être un bon chef d'entreprise. Ce qui est totalement faux. Mais en France, on a aujourd'hui 30 à 40, un bon 30% des agriculteurs qui sont à mi-temps. On en aura 50 demain. Et puis on en aura encore plus après. On va peut-être pas aller à 70, mais on continuera pour la simple et bonne raison que c'est que vous aurez des gens qui vont hériter de terres de leurs parents, qui ne seront pas agriculteurs, qui vont les faire gérer par des entreprises sur l'agriculture, avec toutes les normes, etc., qu'on puisse connaître, et qui auront un boulot à l'extérieur. J'ai l'exemple, là je suis en train d'écrire un article sur effectivement un jeune agriculteur qui est installé, il a une 50aine de berges, il a une agence de com à Paris. Il passe 4 jours par semaine à Paris, 2 jours sur sa ferme, il a passé le bac agricole, il a eu tous les prêts agricoles, il travaille comme vous et moi, avec une sensibilité extrêmement forte sur tous les domaines écologiques, etc. Et il rachète des terres régulièrement, et il va faire une ferme de 100 à 150 hectares, dont les actionnaires principaux sont sa famille. Ils sont 4. Mais lui est agriculteur, et est considéré comme agriculteur. Et à mi-temps, et à temps partagé, il est chef d'entreprise. Donc on sort complètement de cette idée où d'accord, de ce que vous expliquez, où la ferme se transmettait de père en fils, où il fallait très clairement, le fils n'avait pas le choix de devenir agriculteur par contrainte. Aujourd'hui, on a donc un nouveau modèle d'agriculteur qui s'est mis en place et qui devrait donc pouvoir à la fois allier industrialisation et respect de l'environnement, en gros, en quelque sorte. Bien sûr. À partir du moment où on les laisse faire un petit peu, qu'on leur fait confiance. Ils vous disent tous, nous on est prêts à faire plein de choses. D'abord, il faut de l'argent toujours, de toute façon, ça coûte beaucoup. Non, c'est pas une histoire d'argent. C'est pas une histoire d'argent.
vous savez, le monde agricole, on le dit souvent, c'est sans doute la profession qui a fait le plus d'efforts et qui a fait le plus de mutations dans les 20 dernières années par rapport à tous ces gens qui habitent en ville, là, qui vous donnent des leçons tous les jours, mais qui prennent leur bagnole pour faire 300 mètres et qui, effectivement, ont beaucoup d'écologie dans le dire. Et pour connaître pas mal de gens qui font... j'ai pas mal de nièces ou de gens de ma famille qui font des phases du climat, qui sont très, très impliquées, et elles sont au bord du burn-out en général, parce que c'est prêché dans le désert. Les agriculteurs ont fait un chemin incroyable. Ouais, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de difficultés socialement. Le monde de l'agriculture a dû faire face à beaucoup de crises. Un suicide, ouais, par jour sur le monde de l'agriculture. Mais il faut vraiment qu'on ait en tête, les Français et ceux qui nous écoutent, qu'on est en danger sur notre agriculture. Mais un vrai danger. Hein. Je vais vous donner simplement un exemple. La viande. Ce merveilleux plat de viande que vous aimez ou vous n'aimez pas, que toutes les phrases du climat vous disent qu'il ne faut plus consommer. On a effectivement une consommation de viande qui stagne. Elle baisse qui a même tendance à un tout petit peu monter. Elle ne baisse pas pour une raison simple, c'est qu'elle baisse par capita, mais elle augmente parce que nous sommes de plus en plus nombreux. Oui, d'accord, on a un problème en France, c'est que pour faire de la viande, il faut des bêtes. On a tellement écœuré les agriculteurs, on les a tellement mal payés, c'est qu'on a une décapitalisation des bêtes de façon considérable. Aujourd'hui, en viande de bœuf, on importe 26% de la viande qu'on consomme en France, alors qu'on pourrait très bien être autosuffisant. Autosuffisant. Donc attention, vous pouvez avoir ça sur de multiples choses. Ouais, et si on fait ça sur le blé, vous imaginez à quel point c'est stratégique le blé. Nous, on n'a pas de stock. Hein. On exporte beaucoup. Je crois, on exporte effectivement beaucoup. Il y a même eu une espèce de phobie autour d'un insecticide qu'on mettait dans les bateaux pour pouvoir livrer dans des... La France a été le seul au monde à dire stop. On ne l'utilise plus, et les pays importateurs disaient mais s'il n'y a pas ce fongicide, nous on n'achète pas. On n'achète pas. Donc vous imaginez, ça vient de repasser. Ouais, c'est ça, vous avez vu ça dans les journaux. Donc ok, bien pour continuer, mais jusqu'où et avec quel raisonnement, et surtout, nous ce qu'on demande c'est un projet quoi. Christophe, je suis désolé, on arrive à la fin de votre intervention, c'est passionnant ce que vous nous expliquez. Ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps, mais on me souffle dans l'oreillette que le temps file. Christophe Dequidt, vous êtes globe-trotteur de l'agriculture, et on le comprend parfaitement quand on vous entend. Vous êtes, surtout, je ne vais pas redérouler votre CV, mais vous êtes notamment président de Dequidt Communication. Alors, une petite chose, j'ai écrit 3 livres. Ok, dites-nous lesquels. Et donc le premier s'appelle Le Tour du monde des moissons, puisque j'ai été visiter les 18 principaux producteurs du monde. En blé, et qui a fait l'objet d'un premier livre. Le deuxième livre s'appelle le Tour de France des jeunes talents de l'agriculture. C'est le témoignage de 50 jeunes agriculteurs, on vient d'en parler, et pourquoi ils sont agriculteurs, quels sont leurs leitmotivs et comment aujourd'hui ils gèrent leur ferme, et quelles sont leurs craintes et leurs espoirs. Ouais, c'est passionnant. Et le troisième, c'est le Tour d'Europe des dynamiques agricoles, sur le même principe que le Tour du monde des moissons. Vous allez dans les pays, vous savez chacun des pays, effectivement, ses forces, ses faiblesses, surtout quelles sont les politiques des pays, et un témoignage dans chacun des pays d'un agriculteur qui pourrait être dit standard ou modèle. Vous avez les éditions? Quelle édition c'est ça? Alors c'est les éditions France Agricole. Ok, ben voilà, tout est dit. Merci beaucoup Christophe Dequidt d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que c'est une interview qui a été enregistrée, qu'elle sera diffusée, elle est enregistrée le 26, elle sera diffusée le 28 avril. Voilà, donc si jamais une grosse actualité est tombée entre-temps, et ben c'est la raison pour laquelle on ne l'aura pas commentée. On marque une courte page de publicité, on se retrouve juste après pour la commode du jour. À tout de suite sur TV Finance.